on parle du second animal maintenant. Le second animal était semblable à un ours et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Il s'agit de l'empire médo-perse, mais les caractéristiques qui vont nous être données vont nous confirmer cela. Il se tenait sur un côté. Et cela évoque très nettement la position déséquilibrée des Mèdes et des Perses, mis à part le premier roi, Darius le Mède, et qui encore n'était pas détenteur du pouvoir. Celui qui détenait le pouvoir était Cyrus. Eh bien, mis à part ce premier roi Mède, tous les successeurs jusqu'à la fin ont été des rois perses. Donc la Perse dominait les Mèdes. Ils ont quand même réussi à cohabiter parce que les rois perses ont toujours maintenu auprès d'eux des conseillers Mèdes. Donc, il était déséquilibré. Dans sa gueule, on note 3 côtes. On a pensé que ça pouvait être 3 régions, et en particulier la Libye, la Babylonie et l'Égypte, comme je vous le montre ici. Donc, l'Empire perse est en jaune, et vous voyez qu'il va jusqu'à l'Indus, il va jusqu'à l'Inde, et il occupe une bonne partie de l'Asie centrale. Mais il a conquis la Lydie, la Babylonie et l'Égypte, mais on pourrait dire aussi qu'il y a d'autres territoires qui ont été conquis. Ce second animal, donc l'Empire médo-perse, se tenait sur un côté, très bien, 3 conquêtes, très bien. Lève-toi, mange beaucoup de chair, lui dit-on. Eh bien, la cruauté des supplices qui ont été inventés par les Mèdes et les Perses est absolument terrible. Je vous en ferai grâce, mais c'était le pire de ce qu'on pouvait imaginer. Néanmoins, ils ont assuré, la plupart du temps, une liberté religieuse. Et même c'est un texte de Cyrus qui, je crois, est affiché sur un mur à l'entrée des Nations Unies, du bâtiment des Nations Unies. Mais on ne peut pas nier, et c'est un fait historique, les cruautés de l'Empire médo-perse. Voilà la liste des rois. Elle se termine avec Darius, qui a été vaincu par Alexandre le Grand en 333 et en 331, mais il va réussir à fuir, et c'est le satrape d'une province éloignée, de la Bactriane, qui va finalement tuer Darius. Pour mémoire, sur le plan des monuments qui sont restés, voici la tombe de Cyrus à Persépolis. Si on veut comparer maintenant avec le colosse au pied d'argile, eh bien cet ours, son équivalent est la poitrine et les bras d'argent. J'avance encore un petit peu, et après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Nous continuons dans l'histoire, tout simplement, et ce qui a succédé à l'Empire médo-perse, c'est l'Empire grec, avec Alexandre le Grand, mais dont le royaume n'a pas duré et qui s'est partagé entre 4 de ses généraux, donc ses successeurs, qu'on appelait donc les diadoques, les successeurs. Quelques éléments supplémentaires quand même nous permettent de comprendre que quelques détails, quelques précisions nous sont données. Voyez, il est dit par exemple que ce léopard, le plus rapide des animaux, avait 4 ailes. Comment imaginer un léopard à 4 ailes? Comment imaginer un animal plus rapide que le léopard à 4 ailes? Et dans la réalité, vous savez qu'en quelques années,
Alexandre le Grand est allé jusqu'en Inde. Il a fatigué ses soldats, il a dû revenir, ses soldats étaient épuisés, lui aussi, et il n'a pas résisté, et arrivé à Babylone, finalement il est mort. Mais vous voyez, en quelques mots, et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire, la prophétie sait nous donner les caractéristiques de ce royaume. Ce que nous disait le colosse au pied d'argile, c'est que ce royaume était d'airain. Et on avait dans l'airain la même idée. L'airain, si vous le frottez, si vous le polissez, il est très brillant. Peut-être savez-vous que les femmes dans l'Antiquité avaient des miroirs d'airain, parce qu'on pouvait le polir et c'était tellement brillant qu'on pouvait se regarder dedans. Mais ce que l'on peut retenir de cet airain, c'est qu'il ternit très vite. Et c'est exactement ce qu'a été l'Empire d'Alexandre. Eh bien, on retrouve cette même idée là. La rapidité, mais le côté éphémère de cette chose. Le deuxième détail qui nous est donné, c'est qu'il a 4 têtes. Alors ça, c'est un détail que nous n'avions pas dans le colosse au pied d'argile. 4 têtes, pourquoi? Parce que les 2 fils d'Alexandre vont être rapidement éliminés par les prétendants au trône, et après une guerre qui a duré, je vais dire à peu près une 40aine d'années, on va se stabiliser autour de 4 royaumes. Il y en a un 5e, Antigone, qui a cherché à intervenir et qui a, à un moment donné, été le dominant. Mais finalement, on arrive à 4 royaumes et qui se répartissent comme je vais vous le montrer. Le dernier roi, Persée, marque la fin du royaume macédonien, mais toutes ces provinces vont progressivement subir les attaques, non pas seulement de l'Empire romain, mais des Parthes, des Scythes et de tous les peuples de l'Orient. Et finalement, si je veux résumer cela au royaume macédonien, puisqu'Alexandre le Grand était macédonien, eh bien, ce royaume arrivera à sa fin en 168 avant Jésus-Christ, et il sera divisé en 4 républiques, et la Macédoine deviendra province romaine en 148 avant Jésus-Christ. Alors, on peut une fois de plus comparer ces empires grecs à ce qui était dit pour le colosse au pied d'argile, et ce léopard à 4 têtes et à 4 ailes correspond au bassin et aux cuisses d'airain. J'avance encore et voilà l'étendue de la Grèce. Donc, ça se superpose à peu près à l'Empire médo-perse, mais je vais vous montrer maintenant comment ce royaume s'est divisé. Et vous avez là, en 4 couleurs différentes, la manière dont ce royaume s'est divisé. Vous voyez que la partie la plus importante se trouve être à l'ancienne Babylonie, sur le bord de la Méditerranée, et va jusqu'en Inde. Ça, c'est la partie qui sera récupérée par Séleucus. La partie bleue, c'est l'Égypte, qui avait des ports et des colonies en Asie mineure, mais qu'elle va perdre petit à petit. Ce sont les Ptolémées qui vont récupérer cette partie-là. Et puis vous avez la Thrace. Alors la Thrace, c'est ce qui se situe au nord de la Macédoine et prend une partie de la Bulgarie actuelle, une partie de la Roumanie actuelle, mais qui débordait sur une partie de la Turquie aussi. Et puis, alors ça c'était Lysimaque, et Cassandre avait la Macédoine et la Grèce, et c'est ce qui est en vert. Voilà comment se sont répartis les 4 royaumes. Après cela,
je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Les légions romaines étaient réputées invincibles. Et la loi romaine était une loi de fer. Et vous savez sans doute que les légions romaines, rien ne leur résistait. Et quand une ville résistait un petit peu, on n'y allait pas par 4 chemins. On accumulait de la terre jusqu'à ce qu'on arrive au rempart. Et à partir de là, on amenait des machines de guerre et on pilonnait l'intérieur de la ville. Vous avez une trace de ce système-là à la dernière place qui a été prise après Jérusalem, en 73 de notre ère. Son nom m'échappe maintenant, je suis désolé. Mais vous voyez là une rampe qui monte jusqu'au sommet de ce piton. Donc, une loi de fer, un système militaire de fer, et on ne peut pas décrire plus précisément l'Empire romain. Notez que les jambes du colosse d'argile du colosse au pied d'argile étaient de fer. Et donc, vous avez là une similitude qui permet une fois de plus de le reconnaître. Vous voyez qu'à travers quelques caractéristiques légères, peu nombreuses, elles sont suffisantes pour nous permettre de comprendre de qui il s'agit. Et puis il y a l'enchaînement de l'histoire, bien entendu. Alors, j'aimerais maintenant avancer et nous allons arriver au fait qu'il était différent. Il était différent en quoi? Tous les autres royaumes étaient des monarchies. Or, l'Empire romain n'était pas une monarchie. Oh, ça ressemblait à une monarchie. Mais c'était une république. C'est-à-dire que le successeur d'un empereur n'était pas forcément son fils. Parfois, ça arrivait, mais normalement, il était nommé par le Sénat. Et vous voyez que c'est un système différent. Par conséquent, on va se trouver devant des problèmes différents. Et le potentat qui va vouloir régner va devoir d'abord gagner les bonnes grâces du Sénat. Ça n'a pas empêché les rivalités entre César et Pompée, entre différentes personnes, entre Othon, Galba et d'autres Césars, mais il n'empêche que même si l'appétit de l'homme est toujours le même pour le pouvoir, le système était différent. Ce n'était pas une monarchie. Il avait 10 cornes. Et vous voyez qu'en nous disant il avait 10 cornes, là, la prophétie nous projette dans l'avenir par rapport à l'Empire romain. L'Empire romain n'était pas divisé en 10. Par contre, il va subir les attaques des barbares, et ces attaques barbares vont le faire exploser. Alors d'abord, pour faire face à tous ces barbares, on va le scinder en 2, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Mais ça ne va pas suffire, et l'Empire romain d'Orient va subsister sous la forme de l'Empire byzantin, avec Byzance comme capitale, c'est-à-dire Constantinople. Mais l'Empire romain d'Occident, lui, va éclater. Et il va éclater de telle sorte que c'est environ une dizaine de tribus ou de pays qui vont émerger de cet ancien empire. Je ne pense pas qu'il faille prendre le terme 10
de manière extrêmement précise, parce que vous savez bien qu'il y a plus d'une dizaine de tribus. Si on parle des tribus anglo-saxonnes, eh bien, ça comprenait les Angles et les Saxons. Si vous prenez les Goths, il y avait les Visigoths et les Ostrogoths, et ainsi de suite. Et si on fait le tour de tout, eh bien, il y avait encore des petites tribus. Donc, je ne crois pas qu'on puisse prendre le chiffre 10 de manière tout à fait littérale, mais c'est très proche de cela. Alors, en nous parlant de 10 cornes, on se projette dans l'avenir. Et vous notez qu'il n'y a pas un 5e royaume. Quand, dans le colosse au pied d'argile, les 4 royaumes ont été finis, nous voyons que le 4e a eu une histoire complexe. Il n'était pas fait seulement de fer, mais il y a eu toute une période avec les pieds faits d'argile mêlée au fer. Et si le texte sur le 4e métal est long, c'est parce qu'il y a là une histoire complexe et on nous donne des explications. Eh bien, de la même manière, le 4e animal a une histoire complexe. Il va avoir des cornes, mais de ces cornes va sortir une petite corne. Et cette petite corne va faire la guerre au sein. Et vous voyez que derrière, il y a toute une histoire. Ce que j'aimerais vous faire saisir, c'est que si le colosse au pied d'argile, et si ces 4 animaux résument toute l'histoire de l'humanité depuis Daniel jusqu'à nos jours, ça veut dire que nous sommes toujours dans le 4e animal. Et donc vous voyez que nous tenons encore quelque chose de Rome. Alors nous allons le voir à travers la petite corne, mais cela fera l'objet d'une étude particulière. Si je m'occupe maintenant de l'Empire romain d'Occident, eh bien, il est arrivé à sa fin en 476 après Jésus-Christ, et vous voyez que si on considère qu'il a fait chuter l'Empire macédonien d'Alexandre le Grand en 168, cela vous amène à plus de 500 ou même 600 ans. La Pax Romana, ce qu'on a appelé la Pax Romana, c'est une période d'environ 400 ans sans guerre, en réalité avec beaucoup de guerres, mais où la paix était une paix armée et une paix forcée. Alors cet empire romain a duré longtemps, mais nous allons voir que sa suite, sous la forme des cornes et sous la forme de la petite corne, a duré encore plus longtemps, et que nous sommes encore dans cette période-là. Voici l'étendue de Rome. Et vous voyez que le centre de gravité s'est déplacé du Moyen-Orient vers la Méditerranée. Et l'objectif de Rome était de conquérir des côtes, des pays côtiers, parce que de cette manière, ils maîtrisaient tout le commerce. Et donc, ils ont commencé en 200 avec la prise de Carthage, et puis progressivement, ils ont avancé tout autour de la Méditerranée. Ils ont pris la Palestine en 63, c'est Pompée qui l'a conquise, et la dernière province pour terminer le tour de la Méditerranée fut l'Égypte en moins 30 à la mort de Cléopâtre. Voilà donc cet empire romain, mais vous voyez que si je vous parle d'empire romain, le texte, lui, continue avec les 10 cornes. Et cela fera l'objet d'une étude particulière. Voilà la dizaine de tribus barbares
qui ont déferlé sur l'Empire romain, probablement poussés par les Huns, c'est-à-dire qu'il y avait une infiltration lente et progressive, et puis à un moment donné, les Huns sont arrivés, ont poussé ces tribus-là, qui, elles, sont allées bousculer l'Empire romain, et finalement, on est arrivé à la situation que vous voyez là, avec les Anglo-Saxons, les Francs, les Burgondes, les Suèves, les Visigoths, les Alamans, les Lombards, les Ostrogoths, les Hérules et les Vandales, qui se sont répartis à peu près comme vous le voyez, mais avec beaucoup de variations dans le temps, bien entendu. Si je veux résumer tout ce que nous venons de dire, Babylone, de 605 avant Jésus-Christ, 626 si nous partons du père de Nebuchadnezzar, Nabopolassar, jusqu'à la prise de Babylone en moins 539. La Perse part de la même date, 539 avant Jésus-Christ, et va aller jusqu'en 331, au moment où Alexandre le Grand défait Darius III. La Grèce part de 331, mais va se diviser rapidement, avec ses 4 têtes, et vous voyez ce léopard à 4 têtes. Et l'empire macédonien, ou le royaume macédonien à ce moment-là, disparaîtra en 168 avant Jésus-Christ. Et Rome est la période qui va durer le plus, de 168 à 476, mais ça n'est que la partie unie de Rome. À ce moment-là va commencer l'histoire des cornes, et ça nous allons le regarder en détail. Alors j'aimerais vous dire que cette vision initiale de Daniel, avec ces flots agités, ces mouvements de population, en réalité, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui a secoué toute l'Antiquité. Les hommes ont toujours cherché la stabilité, mais la stabilité qu'ils imposaient aux autres. Et il est toujours difficile d'accepter que d'autres peuples puissent avoir d'autres idées et d'autres territoires. Et pourtant, Dieu a fixé à chaque peuple un territoire. Et nous voyons bien avec l'actualité aujourd'hui que vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau des États-Unis, au niveau du Pakistan, au niveau de la Corée du Nord, au niveau de la Syrie. Eh bien, nous voyons qu'il y a de nouveau des bruits de guerre. Jésus nous a avertis. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais vous me direz, des guerres, il y en a toujours eu. Oui, et c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a eu autant que ce que nous en avons maintenant? Des foyers de guerre actuellement actifs dans le monde, il y en a plusieurs dizaines. Et si on pouvait espérer que dans le passé, à un moment donné, un roi dominait suffisamment la situation pour tenir tout le monde à peu près en paix, ça a toujours été court, sauf peut-être avec les Romains, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a plus de bruit de guerre que jamais. Que pouvons-nous faire avec cela? Jésus nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Avec la petite corne, nous allons parler des persécutions que va subir le peuple de Dieu. Et Jésus nous dit, on vous persécutera, mais ce ne sera pas encore la fin. Quel est le signe de la fin? Et c'est Jésus qui nous le donne. Matthieu 25, au verset 14, Matthieu 24, au verset 14. Et il nous dit ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors
Et permettez-moi d'ajouter, et alors seulement viendra la fin. Alors voyez, les hommes sont intéressés à la conquête du pouvoir, à la conquête des territoires. Mais Dieu lui a un autre objectif, c'est de sauver le plus grand nombre. Et c'est quand cette bonne nouvelle aura été prêchée au monde entier que là, on pourra espérer que la fin vienne. Et elle viendra rapidement à ce moment-là. Que Dieu nous aide à avoir la même perspective, le même objectif, et de ne pas nous laisser égarer par les conflits de l'un, de l'autre, ou partout, dans quels que soient les groupes, mais que nous soyons fixés sur cet objectif que Jésus nous a donné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors, et alors seulement, viendra la fin.